Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct, à retrouver en replay chaque soir évidemment sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui tournent au ralenti, en roue libre aujourd'hui, sans grand mouvement sur les indices actions, si ce n'est une poursuite de la hausse. Quand même la tendance dans laquelle les marchés s'inscrivent depuis quasiment un mois maintenant, avec ce rebond enclenché fin octobre qui a connu des phases d'accélération. La semaine dernière était une phase d'accélération de ce rebond. On est peut-être entré dans une phase de digestion de ce point de vue-là. On voit d'ailleurs sur les grands marchés, les grands baromètres de marché, un certain équilibre qui s'est installé avec des indices américains qui sont sur leur sommet de l'année ou quasiment pour le S&P et pour le Nasdaq. Notamment le Nasdaq 100 a gagné 45% depuis le 1er janvier quand même, il faut le rappeler. Et puis en Europe, là aussi on trouve des équilibres sur les indices actions ainsi que sur les rendements obligataires autour de 4,40 pour le 10 ans américain après avoir touché le fameux niveau des 5% il y a environ un mois. Parmi les mouvements du jour quand même, il faut noter la chute du pétrole avec le report annoncé de la réunion de l'OPEP+, qui devait se tenir ce dimanche, ce week-end et qui a été reporté à la semaine prochaine. Plus de précisions dans un instant avec Côme Dubois qui vous donnera le détail des informations clés du jour sur les marchés. Chute du pétrole de l'ordre de 4%. On est à moins de $75 pour le baril de brut léger américain et sous les $80 à nouveau pour le baril de Brent. Du côté des entreprises, Nvidia assure. Nvidia qui confirme son statut de baromètre mondial de l'appétit et de la diffusion des nouveaux développements en matière d'intelligence artificielle générative. Les comptes du T3 sont explosifs, les perspectives le sont tout autant. Sur toutes les métriques que l'on peut regarder, Nvidia explose les compteurs, mais le marché cherchait peut-être un prétexte pour quelques prises de profit. Il a fallu regarder dans le détail du consensus des ventes attendues pour le 4e trimestre pour s'apercevoir qu'un analyste qui projetait 21 milliards avait une projection un peu supérieure à la guidance qui a été offerte par Nvidia. Un peu de prise de profit donc sur le titre à l'ouverture de Wall Street tout à l'heure, mais rien de grave après un parcours spectaculaire, 240% de hausse cette année pour Nvidia qui clôturait encore un niveau historique il y a 2 jours à peine. Voilà pour les sujets du moment et les thématiques du jour sur les marchés. Nous en discuterons avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, eh bien nous passerons justement au crible une des nouvelles thématiques du moment sur les marchés, à savoir l'exploration spatiale. Et c'est Ronnie Michali, le président de Galilée Asset Management, qui sera en plateau avec nous à partir de 17h45. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Côme Dubois. La bourse de Paris repart de l'avant ce mercredi et regagne même son plus haut niveau depuis 2 mois. Les minutes de la fête d'hier n'ont pas entaché l'optimisme des marchés qui sont convaincus de la fin du resserrement de la politique monétaire. La tech américaine continue de faire l'actualité avec un nouveau rebondissement dans la saga OpenAI. Limogé vendredi par le conseil d'administration de l'entreprise spécialisée dans l'IA, Sam Altman a été réintégré aujourd'hui après une forte pression des salariés sur le board de l'entreprise. Après ses résultats et ses perspectives du 4e trimestre qui restent explosives, Nvidia subit quelques prises de profit aujourd'hui. Son titre perdait près de 2% à l'ouverture de Wall Street. Autre information importante, aujourd'hui la réunion de l'OPEP+, prévue ce week-end à Vienne, a été reportée au jeudi 30 novembre. Si l'organisation n'explique pas ce report dans son communiqué, une information de Bloomberg prétend qu'il serait dû à l'insatisfaction de l'Arabie Saoudite qui reprocherait aux autres membres de l'organisation une production pétrolière trop importante. En réaction, le baril de Brent chute de près de 4% sous les $80 et le WTI américain recule d'un peu plus de 4% à 74,6 $. Par conséquent, les valeurs pétrolières chutent, à commencer par Total Energy, dont le titre perd jusqu'à plus de 2% au cours de la séance. Du côté des valeurs, en France, Elior bondit aujourd'hui, son titre gagne jusqu'à plus de 12% au cours de la séance, après que le groupe de restauration collective et de concession ait annoncé une amélioration de ses résultats pour l'exercice clos le 30 septembre 2023 et relevé son objectif de synergie lié à l'acquisition
l'acquisition de De Richebourg Multiservices. De son côté, Interparfums progresse aujourd'hui. Son titre prend jusqu'à plus de 5% au cours de la séance. Le fabricant de parfums sous licence a annoncé aujourd'hui qu'il vise une nouvelle hausse de son chiffre d'affaires en 2024. Du côté du Royaume-Uni, Kingfisher, propriétaire des enseignes Castorama et Brico Dépôt, recule jusqu'à près de 7% au cours de la séance. Le groupe a revu à la baisse pour la deuxième fois en 3 mois sa prévision de bénéfices annuels. Demain sera une journée calme sur les marchés avec la fermeture des marchés américains pour Thanksgiving. Les investisseurs prendront connaissance des PMI flash pour l'activité du mois de novembre pour la zone euro, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Tendance, mon ami, chaque soir, le résumé du jour sur les marchés avec Côme Dubois dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. David Belloc est avec nous, gérant et stratégiste chez Mirova. Bonsoir David. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Nicolas Forest de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Directeur des investissements de Candriam. Et merci à Alain Pitous d'être avec nous également. Bonsoir Alain. Bonsoir. Senior Advisor ESG. Bon, autour de table sur la situation des marchés. Voilà, on a entamé le rebond fin octobre. Alors, pas de rebond action sans rebond des marchés obligataires. C'est bien ce qui nous a animés quand même depuis un mois, avec un monde qui a complètement changé. On était à 5% sur le 10 ans américain il y a un mois. On est à 4,50 ou 4,40 aujourd'hui. Que vous inspire cette séquence? Qu'est-ce qu'on peut dire de la qualité de ce rebond un peu général et des perspectives peut-être encore pour la suite de ce rebond? Nicolas. On avait atteint un niveau assez extrême sur les taux longs, 5%. On avait débattu, est-ce qu'on peut les casser, est-ce qu'on ne peut pas les casser. Et puis c'est vrai que beaucoup de chiffres ont amené cette bulle d'oxygène pour l'investisseur obligataire avec un retour à 4,50. Maintenant, on anticipe des baisses de taux de la Banque centrale américaine. C'est un mouvement qui est léger. Ce que on constate en fait pour les prochains mois et pour les prochaines semaines, c'est plutôt des techniques qui sont assez favorables en fait, puisque sur le monde obligataire, on a encore beaucoup de volatilité, mais on s'attend à ce que les taux restent quand même relativement sous contrôle. Du côté du supply et des émissions de dette obligataire, c'est quand même plutôt OK, c'est plutôt gérable sur l'aspect d'État. On a même des bonnes nouvelles des agences de notation. Du côté du marché à haut rendement aussi. Et puis du côté action, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui avaient été fortement impactées par la forte hausse des taux, et avec aussi des primes d'illiquidité, notamment pour toutes les petites et moyennes capitalisations. Et là, il y a un fort rebond. Donc voilà, on est sur cette bulle d'oxygène. Ce qu'on retient, c'est quand même quelle volatilité en 2023, quelle volatilité, que de mouvements. Voilà, est-ce que ça va perdurer pour 2024 ? C'est une autre question. Mais en tout cas, on est dans un territoire, c'est vrai, qui est plus favorable à toutes ces valeurs qui avaient été fortement chahutées. Et ça nous rend aussi cette baisse des taux plus confortable sur les valeurs technologiques qui tiennent bien, qui pourraient continuer à bien tenir. Et ça nous rend plus confortable sur les valeurs technologiques. Un peu de pression en moins et on profite de ce moment de soulagement, c'est ça Nicolas ? Voilà, exactement. On profite de ce moment de soulagement. Après, les grandes questions demeurent pour 2024 et ne sont clairement pas tranchées, avec beaucoup d'épisodes, beaucoup de sujets aussi, qui soient économiques, qui soient politiques ou qui soient même sur l'ordre de la politique monétaire. Rien n'est fait. Parce que c'est vrai que cette baisse des taux, c'est super, mais du coup, maintenant, il y a presque 100 points de baisse anticipés en 2024 de la Fed. Est-ce que ces 100 points auront lieu ou pas ? Pas forcément. La volatilité peut perdurer. Alors, à court terme, il faudra être vigilant. Peut-être qu'on peut avoir un peu plus de volatilité, même un peu de rebond sur les taux. Par contre, c'est vrai, à plus moyen terme, on le dit depuis déjà longtemps, que les obligations sont de retour, sont une vraie valeur intéressante d'un point de vue rendement-risque. Et là, on voit que ça fait le travail. Et donc, ça montre que oui, sur le long terme, l'investissement obligataire est attractif. Mais j'ajoute, sur le marché action, il y a beaucoup de valeurs qui avaient beaucoup souffert, sur les actions européennes aussi, sur certains secteurs et sur certaines capitalisations. Et on voit bien que nous, on a au niveau de nos stratégies, certaines stratégies d'innovation qui avaient souffert un fort rebond. Et je crois que c'est une très bonne nouvelle parce qu'il y a encore un très beau potentiel de reprise. Bon, commentaire sur la situation actuelle des marchés. Alors, il y a au moins 2 horizons, j'imagine, à gérer. L'horizon fin d'année, pour terminer cette année 2023, et puis comment on se projette sur le début de l'année 2024. Allons-y, la saison des Outlooks est lancée déjà, largement. Alors, David. Oui, quelques mots d'abord effectivement sur le mouvement très violent de baisse de taux, notamment la partie longue, 50 BP. Ce qu'il faut voir, c'est qu'elle... Alors, très violent ou léger ? Non, enfin rapide. Rapide. D'accord.
Rapide. Ok. Rapide et violent, enfin, du fait du caractère technique quand même, lié au positionnement absolument extrême. Je pense que jusqu'à 4,50, c'était effectivement justifié par rapport à des chiffres macro qui étaient quand même assez nettement supérieurs aux attentes au niveau de la croissance américaine. On a eu un peu peur, je crois que c'était en septembre, par rapport à des chiffres d'inflation, notamment sous-jacents hors immobilier, avec un léger rebond qui pouvait éventuellement infirmer la tendance graduelle à la baisse de l'inflation qu'on a vue les mois qui précédaient. On a eu une mauvaise auction, ça a été redit. Bon. Et surtout un positionnement extrême, max short des CTA, des hedge funds qui ont joué pleinement ce seuil des 5%, et des gérants long only qui étaient un peu long duration trop tôt et pour se couvrir ont joué ce qu'on appelle le steepening, c'est-à-dire une hausse des taux longs sans remettre forcément en question les positions sur les taux courts. Donc c'est une configuration finalement très technique, très psychologique aussi. Et finalement sur l'inflation, on a été rassuré par rapport au fait que, y compris la courbe sous-jacente, confirmer la tendance graduelle, sans pouvoir en discuter, mais je pense que c'est quand même un argument massu pour anticiper une baisse de ces taux. Dans un premier temps, taux court, puis éventuellement taux long. On a eu effectivement des chiffres macro US qui restent très solides. Notre scénario, et ça l'a toujours été, ça reste un soft landing, mais enfin, effectivement, un peu refroidissement du marché du travail. Et un Jérôme Powell qui a peut-être effectivement un peu atténué son discours. Et un mouvement extrême de correction de position, retour à la case départ. Ouais. Voilà, 4,50. Donc, qui est finalement. Le nettoyage a été fait. Quand vous voyez le 10 ans américain 4,50 autour, 4,40, alors voilà, le nettoyage a été fait. Partant de là, vous seriez surpris de voir le 10 ans américain continuer de baisser. Alors, il s'avère qu'il n'est même pas à 4,50, il est à 4,40. Alors, techniquement, on a même cassé les fameux 4,45, qui est donc le train haussier qu'on a depuis le mois de mai. Je pense que là, à très court terme, on peut continuer à avoir des bonnes surprises niveau inflation. On a vu hier avec la Fed, finalement, pas de changement de ton. Donc, contrairement à un discours qui est d'ailleurs, a priori, assez dangereux, associer les conditions de financement, notamment les marchés actions, le dollar, les spreads de crédit, les taux longs, à la possibilité ou pas de poursuite de resserrement. On voit que la Fed là-dessus a été quand même beaucoup plus calme hier. Donc ça réduit cette volatilité sur les taux. On a encore peut-être un positionnement apuré. Il peut y avoir une petite tendance encore baissière qui profite clairement au marché actions, comme on l'a dit, notamment à la techno américaine, avec Nvidia hier qui, on va dire, est sorti à peu près en ligne, quoi. Ben ouais. Enfin, moi, on en dira peut-être un mot d'NVIDIA, parce que pour moi, ils sortent très au-dessus des attentes quand même, mais il a fallu trouver. Enfin bon, l'histoire est intéressante quand même. Hein. Ils projettent 20 milliards de chiffre d'affaires sur le T4. Il a fallu aller regarder, c'est ce que je disais, la borne haute du consensus pour s'apercevoir qu'un analyste projetait 21 milliards et qu'il y avait peut-être pour certains donc une forme de déception dans la guidance d'NVIDIA. Non, mais sur le marché à ce stade et sur le marché, la qualité du rebond d'une certaine manière. Sur le marché, je pense qu'on ne l'a pas dit assez, mais il y a un changement aussi depuis la mi-octobre, c'est la baisse du pétrole. Et ça change considérablement ça change pas mal de choses. Et ça incite aussi à penser que l'économie ne va pas si fort que ça. Donc ça, c'est quand même un premier point. Et ça fait aussi, et ça, il ne faut pas l'oublier, ça fait baisser le dollar. Il ne faut pas oublier que le dollar est devenu une valeur pétrole. C'est quand même paradoxal, mais c'est quand même un peu ce qui se passe. Il baisse aussi depuis ce moment-là. On est exportateur net. Hein, oui, c'est ça. Donc, mais c'était pas comme ça il y a 10 ans. Ah bah non. Donc ça a quand même pas mal changé. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est ce discours, je l'entends souvent, c'est on parle beaucoup de volatilité sur les marchés depuis en 2023, mais en réalité, la vol, elle a fait que baisser pendant l'année sur l'ensemble des marchés. Mais ce qui est troublant et ce qui perturbe tout le monde, et dans le discours, c'est quelque chose qui est très troublant, c'est qu'on a des accidents qui sont dignes d'une vol à 40. Ouais. Et ça, c'est... Le VIX est à moins de 13. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Et on parle de la vol des marchés actions. Oui, parce que la vol des marchés obligataires, c'est une autre histoire. Ouais. Alors, et malgré tout, moi, je regarde la vol globalement, je regarde la vol des matières premières, des devises, etc. La vol des obligations et la vol des actions. On est sur des niveaux pratiquement au plus bas possible. C'est-à-dire qu'en fait, nous, dans nos chameaux, on regarde ça sur I4 Alpha entre moins 1 et plus 1, on est à moins 88 ce matin. Quoi. Quand on prend la vol composite de tous ces grands marchés, de tous ces actifs. Après, c'est la tendance aussi qui est c'est-à-dire qu'à la limite, le niveau n'est pas très important, c'est la tendance. Et dans le petit choc qu'on a eu mi-octobre, en fait, elle a monté, elle est revenue assez rapidement au-dessus de zéro, donc on était dans une période un peu de stress, puis finalement, ça s'est calmé assez rapidement à cause des matières premières et à cause des devises, où
finalement ça n'a pas beaucoup bougé. Alors c'est vrai que, et ça c'est très perturbant sur les marchés, et c'est un vrai problème je trouve pour la gestion, c'est ces accidents à répétition. Et la dernière fois que j'étais venu ici, il y avait Worldline, hein, c'était la veille ou le jour même, il y avait Il y en a eu plein d'autres depuis. Hein. Oui, c'est ça. J'essaye de tenir la liste à jour, mais c'est un catalogue, quoi. Ouais. Hier, il y avait une Bayer, avant-hier c'était HelloFresh. Bon, alors ça se calme un petit peu, c'est plus que 15-20%, c'est pas très grave, mais enfin quand même, ça fait quand même un peu mal sur parfois des grosses valeurs. Donc ça, c'est un bruit qui est extrêmement gênant en termes de gestion. Ça incite quand même à être assez prudent parce que c'est pas très sain d'avoir cette tendance-là sur les marchés. Après, si on regarde les trends, et ça, nous, on regarde les trades assez mécaniquement. Alors, c'est du passé, hein, forcément. C'est ce que ça porte historiquement. C'est pas prédictif, mais enfin, en tout cas, ce qu'on constate, c'est que les améliorations sont là sur quasiment tous les facteurs de risque. C'est-à-dire que la vol action continue de baisser dans nos indicateurs. On continue de penser qu'elle va continuer dans cette tendance-là. Pour le moment, ça ne change pas. Sur les actions, c'est en train de s'améliorer partout. Et c'est en train d'être moins mauvais sur les émergents. Ouais. Donc ça aussi, c'est quand même un peu nouveau. Ouais. C'est un peu moins mauvais sur la Chine. La Chine, c'est vraiment le point noir de ce truc-là. Et sur les bonds, on était bien sur le high yield depuis un moment. Ça continue d'être bien. Pas extraordinairement bien, mais enfin, ça continue d'être bien. Et sur les bonds d'État, c'est pareil, c'est en train de repartir de l'avant. C'est moins négatif. Et en fait, comme ça, on se retrouve avec un marché. Et après, si on regarde l'énergie, est en train de se dégonfler également. L'or monte. Bon, ça doit attirer quelque chose aussi dans l'esprit des investisseurs, je pense. Mais voilà, on est sur un marché qui est finalement contrairement à tout ce qu'on pense, c'est-à-dire que moi j'entends beaucoup de discours négatifs, de prudence, parce que la croissance n'est pas terrible, etc. Mais les faits sont là, quoi. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'argent qui cherche à s'investir sur les marchés. C'est un marché où le risque est à la hausse. En fait, on l'a vu sur les indicateurs, si on regarde par exemple ce qui s'est passé sur le hedge fund, en un mois ils ont perdu 45 milliards collectivement, ça commence à être des sommes, il y a des fonds qui ferment, et les types ils plaisantent pas quand ça va vraiment mal, ils sont obligés de fermer parce que les performances sont dégueulasses, donc ils ferment. Donc voilà, on est sur ça, et même chose, on parlait des small mid tout à l'heure, c'est vrai que les small mid qui étaient le segment massacré des actions depuis un moment, c'est la première fois qu'on en parle. C'est-à-dire que les rebonds qu'on a eus précédemment, typiquement le rebond d'il y a un an, alors on venait de moins 20 sur la première partie de 2022 ou moins 30, on a eu ce violent rebond de la fin octobre jusqu'à début février ou mars, peut-être. Les small étaient absentes de ce rebond. Ouais. Alors que là, sur quelques semaines, effectivement, c'est ça. On voit ces segments-là complètement désertés revenir un petit peu. C'est les données de marché, c'est des faits, on ne peut pas revenir là-dessus. Et alors après, moi je regarde, j'entends ce qui se passe dans les anticipations, c'est-à-dire que soft landing, ralentissement, etc. Bon, c'est pas vraiment ce qu'on voit. Puis par contre, j'écoute quand même. Il y avait tout un article sur une interview d'une personne de la BCE qui était en train de lister tous les problèmes potentiels et il illustre quelque chose qui est quand même assez grand. Et puis si on regarde sur le Russell 2000, il y a 30% des boîtes qui sont pas rentables. Donc et puis il y a des accidents de crédit aussi. Alors pas énormément, mais il y en a plusieurs, quoi. Tous les trucs qui sont sensibles au taux, ils se prennent quand même. Ça devient difficile de se refinancer. Donc il y a des warnings comme ça, et puis le marché, il passe. Il prend une semaine, 15 jours de lag, et il prend quelques BP sur les taux et quelques pourcents sur les actions. Et puis quand ça commence à se calmer, ça repart de l'avant parce que les gens... Les événements négatifs restent suffisamment isolés aujourd'hui pour pas affecter l'ensemble du sentiment du marché. Je ne sais pas ce que pensent les marchés, mais ils pensent au-delà du ralentissement de 2024 en fait. C'est bien parce qu'Alain est en train de nous décrire l'assouplissement des conditions financières qui à un moment va peut-être poser problème pour revenir à la question des taux et des banques centrales notamment avec un pricing de 100 points de base de baisse de taux l'an prochain, l'amélioration des conditions financières telles qu'on vient de le décrire. Juste un truc qu'on a déjà connu, c'est-à-dire qu'on parle d'une baisse des taux mais qu'on ne fait pas et c'est comme si on la faisait. Et en fait on peut tenir 2024 comme ça. Non mais moi voilà, on est d'accord sur les small et mid cap. Sur les taux, peut-être ce qui est quand même intéressant aussi de voir, c'est que si on est dans cette désinflation, maintenant tout le monde est assez d'accord, nous on était sur ce scénario-là, mécaniquement les taux réels en fait montent. Oui. Donc mécaniquement les taux réels montent. Donc c'est quand même aussi important de voir quelle est la profitabilité, qu'est-ce qu'on peut anticiper sur les revenus des actions et des entreprises si les taux réels restent très élevés. Donc ça c'est quand même un point attentif. Maintenant voilà, tout ce que vous avez décrit sur les techniques, c'est ce que je disais moi au départ. Effectivement c'est favorable. Maintenant faut quand même, puisqu'on parlait de la outlook, c'est aussi l'occasion juste de revenir presque un an en arrière.
si je me permets. Faire le post-mortem du consensus 2023, j'adore. Non, mais la récession américaine, c'était la récession. Tout le monde parlait de récession il y a un an. C'était la plus télégraphiée de l'histoire. Je vous rappelle quand même qu'en mars, on a eu 3 banques américaines qui sont tombées en faillite, une banque systémique en Europe, qu'on a eu le resserrement monétaire le plus massif. Est-ce que c'est le moment d'oublier cette idée ou pas? Tout ça a fait pchit. C'est ça le truc. Récession télégraphiée, récession reportée, est-ce que ça veut dire récession oubliée ou pas? Nous, on ne croyait pas à la récession, on a été quand même surpris par la résilience de la croissance américaine et on pense que la croissance américaine avait encore tenu en 2024, pas forcément de récession. Et donc on est dans ce monde un peu unique où finalement, effectivement, la Fed a plutôt bien géré. Et c'est vrai quand même qu'il y a, vous l'avez raison, il y a eu des techniques, il y a quand même eu beaucoup de choses qui se sont faites, qui quand même ont été des dévaluations importantes. Et il y a du potentiel de rebond sur toute une série quand même de classes d'actifs. Ah ouais, je comprends. Les obligations, il y a du potentiel de rebond. On a parlé des small et mid cap. Il y a comment ? L'émergent, effectivement. C'est intéressant, ça veut dire que là, il y a l'idée qu'il faut commencer à être contrariant, en tout cas par rapport aux tendances qu'on a observées sur 2023, où on va avoir un Nasdaq, c'est même plus leader, c'est dans une autre stratosphère, où on aura eu un crash, une poursuite du crash obligataire, une poursuite du crash des small caps. Vous dites, à un moment, ces tendances-là, il faut les regarder différemment. Si vraiment les taux se stabilisent, alors toute une série de valeurs qui ont été très pénalisées en 2023 par le business model et dû à la hausse de taux seront intéressantes à regarder parce qu'elles ont des valorisations attractives dans toute une série de secteurs de croissance. On a aussi même des secteurs défensifs comme la santé, ça sera intéressant. Moi, il y a une question qui m'intéresse au-delà du calendrier, des baisses de taux anticipées par le marché l'an prochain. En fait, il y a 2 questions. C'est qu'est-ce qui va motiver les banques centrales et la Fed en premier lieu à baisser ses taux ? Est-ce que c'est le pilotage des taux réels avec une désinflation continue qui doit pouvoir se poursuivre et l'idée que d'avoir des taux réels à 3, ça n'a pas beaucoup de sens pour l'économie américaine? Est-ce que c'est ça le point clé ou est-ce que c'est autre chose qui fera bouger les banques centrales? Et la question bonus, c'est dans la course aux baisses de taux, est-ce qu'il y a une histoire dans laquelle la BCE pourrait attaquer le cycle de baisse de taux avant la Réserve fédérale américaine? Alors, donc, je partage complètement le point de vue comme quoi la désinflation va se poursuivre et rendre les taux réels... On a de la visibilité là-dessus maintenant. La volatilité de l'inflation, les surprises permanentes, ça y est, c'est derrière nous, ça. Aux États-Unis, l'inflation corps hors immobilier, elle est à 2,5, quelque chose comme ça. L'inflation salariale sur les 3 derniers mois en rythme annualisé, retraité des gains de productivité, c'est du 2,5, c'est dans les clous. D'accord. C'est même, je crois, quasiment 2. Donc il y a un service à l'immobilier qui pèse un peu, mais les derniers chiffres ont corrigé et on se rend compte qu'effectivement ça commence là aussi à... Mais c'est pas un 2,5 sur lequel on rebondirait. C'est un 2,5, c'est ça. Ça, c'est notre question. Eh ben oui, c'est pour ça qu'il faut séquencer. Ouais. Donc, on ne croit pas non plus, on ne croyait pas et on ne croit toujours pas à la récession aux États-Unis. Enfin, je pense qu'on a des entreprises extrêmement profitables qui maintiennent finalement leur staff. Via ces gains de productivité, donc qui maintient des consommateurs potentiels. Et une des surprises qu'on a pu avoir en termes de croissance aux États-Unis et consommation, c'est pas uniquement des plans de relance, même si ça a joué pleinement, 1% à peu près quand même d'impact, c'est aussi cette résilience des marges et des consommateurs. On pense que ça va perdurer. Alors après, est-ce qu'on peut parler d'exceptionnalisme américain? Est-ce qu'on pourrait parler éventuellement de no landing? De ce fait-là, ça c'est quand même un peu osé à ce stade, mais c'est vrai que tous les chiffres trimestriels de productivité là, à venir, on en a eu 2 excellents, on va les observer, très fort, T1, T2, T3, et on n'est pas complètement, alors je dirais à l'abri, mais c'est une excellente nouvelle. Un risque positif, bien sûr. Positif, d'une configuration de 95-2000 qui prolonge la fin de cycle finalement, avec donc des marges encore au plus haut et de l'investissement, des capex. C'est le seul soft landing de l'histoire de la Fed, je crois. Quasi, ça. Ouais. Donc, c'est pas notre scénario central, on est plutôt soft landing, on pense qu'il va y avoir un ralentissement, mais c'est quand même à avoir en tête. Bon, il y a une autre chose, c'est que les fameux coûts des marges d'intérêt des sociétés, donc l'impact de cette hausse des taux sur l'économie réelle, on a vu notamment aux États-Unis qui n'a pas mordu l'économie réelle, puisque les particuliers étaient blindés de cash, les entreprises n'ont pas besoin de surfinancer, puisqu'ils surfinancent en 2021 à des conditions post-Covid
extrêmement favorable. Ça, c'est vrai que donc on ne parle pas de mur de financement en 2024, a priori. On voit même quelques sociétés qui commencent à se refinancer de manière opportuniste. Mais 2025, ça va être plus compliqué. Donc ça devrait pousser... si la Fed en a fini, ou du moins est quand même en très bonne voie de normalisation inflation, mais ne veut pas trop que ces conditions mortes sur l'économie réelle, elle aurait quand même tout intérêt à rendre ces conditions de financement plus attractives. Et, proche de la réalité économique. C'est ça, je suis d'accord. Donc, le but étant pas d'être restrictif pour toute la vie. Non. C'est ce que je dis. Higher for longer, c'est pas higher forever non plus. Donc ça peut être... Alors 4, ça nous semble beaucoup. Dès le fin mars, ça nous semble trop tôt. Donc a priori, moins de baisses et plus tard. Mais quand même des baisses préemptives de ce fait-là. Après, la grosse question, c'est si on est effectivement face à un rebond fin 2024 lié au restockage, rebond manufacturier, etc. Et qu'on est à 2,5 d'inflation avec quasiment, pas du plein emploi, mais 4 de chômage, que va faire l'inflation dans ce cas de figure? Est-ce que la Fed baissera quand même ses taux comme le marché potentiellement type. Donc c'est pour ça que on est long duration, on pense qu'il y a de la baisse de taux, plutôt long à la steepening, donc c'est-à-dire dans un premier temps la partie courte puis la partie longue, mais on observe quand même cette économie. Oui, il y a des scénarios de risque attachés à cette idée-là. En un mot sur la BCE, je pense que la configuration de croissance exigerait effectivement qu'elle baisse plus rapidement ses taux, sauf que pour le coup, l'inflation, elle est plus sticky, comme on dit. Elle n'aura pas le forward-looking suffisant pour se projeter au-delà de ce qu'elle voit à l'instant T sur l'inflation. Elle n'a pas les gains de productivité qu'il y a aux États-Unis. Elle doit maintenir un euro fort pour maintenir sa désinflation. Donc peut-être que ça sera concomitant. Je crois qu'on a vu la série des salaires négociés pour le troisième trimestre. Ça progresse encore. C'est à 4,5, 4,7 je crois maintenant. Salaire négocié zone euro pour le T3. Juste un mot sur la BCE. Bien sûr. La BCE n'a jamais été leader par rapport à la politique américaine. Mais il y a tellement de choses qui ne se sont jamais produites, qu'on a vu se produire ces dernières années, à commencer par des banques centrales émergentes qui ont gagné en crédibilité en étant justement en anticipation des autres. Il y a plusieurs questions. Il y a la question du bilan, déjà, parce qu'il faut quand même savoir que la BCE, elle doit quand même gérer son bilan. Elle est en perte. Il y a des banques nationales qui sont en perte. Donc il va falloir les recapitaliser. Donc il faudrait quand même un petit peu réduire le bilan. Est-ce qu'on va réduire le bilan en même temps baisser les taux ? Moi je pense que si la Banque Centrale Européenne baisse les taux avant la Fed, ça serait vraiment du jamais vu. Et je pense que c'est assez loin. La barre est haute pour que la BCE prenne les devants, malgré un narratif qui pourrait tout à fait justifier et lui permettre de baisser les taux. Je reviens sur l'histoire qu'on avait déjà évoquée la dernière fois. C'est le potentiel de croissance, évidemment. On a un potentiel de croissance en Europe qui est proche de zéro. C'est dommage de rester figé dans On a un potentiel de croissance... mais on a un potentiel de croissance aux États-Unis qui est proche de 1,5, peut-être, ou 2. Oui, mais donc si on a 0,5 de croissance en zone euro en 2024, c'est encore au-dessus du potentiel de croissance. Donc il n'y a pas forcément d'urgence. Donc moi je ne vois pas la Banque Centrale Européenne prendre le lead de l'assouplissement. Il n'y aura pas d'urgence suffisante pour déclencher une réaction une préventive même de la Banque Centrale Européenne. Sauf si les Allemands nous réservent quelques surprises sur leur gestion de la dette. Mais ça c'est une autre histoire. C'est le sujet budgétaire allemand. Alain, si vous voulez continuer là-dessus, je voulais bien qu'on parle de la tech, de Nvidia aussi. Juste 2 mots sur ce qui peut se passer en 2024, je pense, et là où ça incite quand même à avoir un peu des lumières prudentes qui s'allument à droite à gauche. On a eu depuis 2-3 ans l'irruption du politique dans l'économique, c'était plus arrivé depuis un paquet de temps. Et donc je pense qu'aux États-Unis, on va quand même avoir 2024 qui va être là. Et est-ce que la Fed peut assumer une récession en année électorale? C'est pas évident. On pourrait avoir, et c'est dissymétrique, c'est pas dissymétrique, tout peut arriver, la géopolitique qui peut arriver en 2024 de manière extrêmement forte. Tout reste je sais, bien sûr. Du bien comme du mal, etc. Donc je pense que il peut se passer quelque chose, c'est-à-dire que quand on disait tout à l'heure la BCE est un peu suiveuse, si ça dégénère encore en Ukraine, peut-être qu'il faudra des moyens supplémentaires et peut-être qu'à un moment donné les hommes politiques européens vont imposer des choses pour que la Banque centrale agisse, remette de la liquidité, etc. Donc ça peut complètement arriver. Et puis il y a des instruments, de toute façon. Oui, tout à fait. Mais il y a un autre élément, c'est on parle beaucoup du sud global
qui reprend du poids, etc. Mais je trouve que ce qui se passe en ce moment, ça discrédite totalement cette idée-là. C'est-à-dire qu'on voit ce qui se passe sur l'OPEP, ils s'entendent pas. On ne peut pas accorder les violons entre l'Inde, la Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les pays d'Amérique du Sud. Ils ont des intérêts. Et alors, c'est des gens qui Ils peuvent trouver des convergences d'intérêts quand même ici et là. On verra à la COP. Ce sera intéressant de voir comment le Global South, au-delà des BRICS, avant c'était G7 BRICS, là ce sera un peu plus large comme rapport de force. Il y a aussi un autre élément, c'est l'économie. C'est-à-dire que là-dessus, Tobam, je ne sais pas si vous les recevez, si vous en parlez de leur fonds Liberty. Il est venu ici le premier. Oui, mais c'était, c'est tout à fait l'idée de ce truc-là. Oui. C'est-à-dire que les pays non démocratiques sont aussi ceux qui ont les moindres performances. Quand vous êtes en partenariat avec un pays qui n'est pas démocratique, qui a des performances économiques qui sont pas très bonnes, vous n'avez pas envie de vous associer avec eux. Donc ça peut être une ligne de force aussi de la part des Européens et des Américains pour reprendre le lead sur ça en disant simplement, nous on va rouvrir les liquidités. Pardon, par contre sur la COP, puisque vous parliez de la COP, par contre il y a quand même le grand débat du financement de la transition et des pays du Nord vis-à-vis du pays du Sud. Et les pays du Nord sont les principaux principal contributeur aux énergies fossiles. Il y avait quoi, des fonds de compensation, c'est ça? Moi j'avais 100 milliards, mais c'est la grande question. Toujours pas versé. Non, il n'y a rien de réalisé là-dessus. Ça, c'est quand même un grand point bloquant. Donc ça, c'est la compensation de la legacy des pays du Nord vis-à-vis des pays du Sud. Et donc même si effectivement on peut toujours débattre, et bien sûr dans les pays du Sud, il y a des sujets démocratiques, il y a quand même ici aussi un sujet important au niveau. On en parlera demain avec Laurent Babiquian du CDP. Non, mais parce qu'il vient demain pour en parler. Non, mais un point hyper intéressant qu'on soulèvera demain, c'est que visiblement ces questions de transfert, effectivement, qui ont été approuvées et qui ne sont pas mis en place aujourd'hui, les pays du Nord aimeraient que ce soit géré par la Banque mondiale. Et le Global South refuse que cet argent-là soit géré aujourd'hui par une institution globale, mondiale, comme la Banque mondiale. Ça pose aussi la question de la légitimité de ces institutions historiques pour nous, en tout cas vis-à-vis d'un monde émergent qui accorde moins de crédit et de légitimité à ces institutions. Là-dessus, mais on pourra en parler une autre fois. Je reviendrai demain. Oui, on reviendra demain. Non, mais je veux qu'on revienne... je voulais qu'on parle... Alors Nvidia, la tech... Parce que même s'il y a eu peut-être des petits moments difficiles pour la tech américaine, encore une fois, je disais, le Nasdaq, c'est dans une autre stratosphère. Et puis dans le Nasdaq, c'est toujours la même histoire. Donc c'est les 7 magnifiques. D'où ma question tout à l'heure. Jusqu'où il faut être contrariant par rapport à ces tendances qui sont quand même puissantes, lourdes. Voilà, quand on voit encore les chiffres d'NVIDIA hier soir, je ne sais pas ce qu'il en sera du cours de bourse d'NVIDIA dans 3 mois. Ça peut peut-être, je sais pas, baisser de 50% en 3 mois et puis reprendre 150% derrière. Mais quand même, on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose de lourd et de puissant, de fondamental qui accompagne aussi ces entreprises. Non, tout à fait, mais je pense qu'on n'a pas besoin d'être contrariant compte tenu du mouvement de désinflation, baisse de taux, soft landing et momentum de résultats extrêmement positif pour ces valeurs. C'est cette magnifique. On l'a vu donc hier, effectivement, Nvidia a surpris le consensus en termes de chiffre d'affaires, en termes de marge, 75% de marge quand même, 3 points au-dessus des attentes. Et donc pour 25 de PE, au plus haut de la bulle Internet, même ne serait-ce que, je crois, en sortie de Covid, quand il y a eu ce rallye tech, on était bien au-dessus en termes de PE. Donc on a encore de la marge en termes de re-rating. Il faut regarder le PEG, c'est ce qu'on me rappelle le maintenant. PEG inférieur à 1. On me dit voilà, pour ces boîtes-là, il faut réinstaurer le PEG. C'est ça. Donc, et bien évidemment, la baisse des taux qui est très favorable à la thématique croissance. On l'a vu dans le rallye des dernières semaines et je pense que ça va perdurer. A fortiori, quand l'earnings momentum, avec donc ces résultats au-dessus des attentes, perdurent. Et qu'est-ce qu'on fait de tout le reste du marché? Les 493, les small cap, tout ce qui est... Donc c'est vrai que... il y a un call évident long terme sur la catégorie petite et moyenne capitalisation. Elles ont donc directé. On a une valorisation qui est quasiment inférieure au large cap, ce qu'on n'a jamais eu, ou alors il faut remonter à 2008. Et on a vu ce qui s'est passé des small cap en 2009-2010. On a donc des baisses de taux qui vont leur être très profitables. On a une corrélation, là, si on parle un peu technique, qui est sans appel entre la hausse des taux, notamment longs, et la sous-performance des small cap. On a une thématique M&A, fusion-acquisition, qui peut revenir un peu. On a quand même des sociétés qui ont du cash, des valorisations attractives. Et donc,
selon le positionnement de ces small caps, on a quand même un biais cyclique qui, je pense, alors peut-être un peu plus prudent dans un premier temps, donc aller s'intéresser au plan de financement de ces sociétés et au positionnement bilanciel. Mais peut-être dans un second temps, durant l'année 2024, plus largement, jouer la thématique au sens large. Et donc, il y a matière à être récompensé à un moment, clairement à investir dans les small caps. Des valorisations qui sont extrêmement attractives. Et pour ce qui est donc chez Mirova, on a cette approche small cap, particulièrement dans les thématiques renouvelables, efficacité énergétique. Et là, on voit qu'effectivement, il y a des dossiers qui sont à des niveaux très, très intéressants en termes de valorisation. À ce sujet-là, David, comment on va justifier... Alors, est-ce que ce qu'on a vu sur quelques dossiers emblématiques de développement d'énergie renouvelable, Siemens Energy, Ørsted, beaucoup autour de l'éolien d'ailleurs, mais pas uniquement, on a quand même le sentiment qu'il y a une grosse contre-performance du secteur des développeurs d'énergie renouvelable en Europe et aux États-Unis. Oui. Je ne mets pas toute la chaîne, parce qu'il y a peut-être des équipementiers pour ces développeurs-là qui s'en sortent très bien. Mais la partie développement a quand même énormément souffert. Comment on va l'expliquer? Comment on va le justifier? C'est une crise de maturité. Crise de maturité. Crise de maturité. Enfin, c'est un peu rapide de conclure crise de maturité, mais on voit qu'on a un certain nombre de sociétés qui ont eu une croissance exponentielle, qui n'ont pas su, du fait de chocs exogènes, notamment donc Ukraine, qui n'ont pas su gérer les chaînes d'approvisionnement, qui ont eu donc des difficultés à délivrer d'un point de vue opérationnel. Et on voit que tout ça, c'est en train progressivement de revenir en l'ordre. Bon, dans le cas de Siemens Energy, on a un problème avec l'éolien offshore et un problème notamment technologique qui est spécifique principalement à Siemens Energy, mais qui direct la thématique offshore. Se diffuse au-delà bien on sûr. a aussi des sociétés qui ont été pris en tenaille entre des prix d'électricité renouvelable qui étaient traités avant les chocs exogènes dont on parle, et une hausse des coûts, une hausse des taux d'intérêt, des difficultés de financement, avec donc une compression de marge. Et on voit qu'on commence à avoir des appels d'offres avec des coûts, enfin des prix, des nouveaux prix de sortie, bien sûr, qui sortent au-dessus. Bien sûr. Et donc là, le business model retrouve sa pertinence. Vous avez vu au UK, donc là justement, j'ai regardé, c'est il y a 3 jours, donc le UK avait lancé un appel d'offres en septembre 2023 pour l'énergie. Justement, éolien offshore. Donc c'est Ørsted qui est positionné dessus. On était à 44 pounds prix le mégawattheure. Là, ils reviennent avec une hausse de 66%. D'accord. À environ 77 pounds le mégawattheure. Donc les contrats ne fonctionnaient pas tels qu'ils avaient été prévus avant le choc inflationniste, taux, etc. Mais aujourd'hui, réajustés, les contrats sont rentables, fonctionnent. Les sociétés sont plus regardantes par rapport à la rentabilité des projets. Elles vont, je pense, avoir des coûts de financement plus attractifs. Et puis, il y a une logique de flux, en fait. C'est des ETF renouvelables et qui ont décollecté et qui vont recollecter sûrement quelque part en 2024. Donc, c'est une crise de jeunesse, alors? Oui. C'est plus une crise de jeunesse que de maturité. La maturité, c'est maintenant. Moi, je dirais que c'est plus une crise de jeunesse. Bon, enfin, c'est une crise, quoi. C'est une crise, mais la profitabilité et la baisse des taux pourraient être profitables, quand même. Un secteur qui a été très chahuté. Ouais. Juste, je voudrais revenir moi sur la tech en fait, et par rapport à ce qui peut se passer. Je crois qu'il y a un premier élément, c'est la conviction qu'on peut avoir sur le développement du cloud et le développement de l'IA pour améliorer la productivité. Donc ça, je pense que on y croit ou on n'y croit pas. Bon, après, chacun peut être libre de penser ce qu'il veut. Le problème, c'est que la productivité est partout, sauf dans les chiffres macro. C'est toujours le truc. Ben oui, mais c'est le fameux paradoxe de Solow, toujours. Et si on regarde plus mécaniquement en termes de financier, ce sont des entreprises qui, à l'inverse de 2000, au moment de la bulle, génèrent beaucoup de cash flow. Et ça change complètement la donne. Et il y a un effet de cohorte, c'est-à-dire qu'en fait, système d'abonnement, des systèmes de développement comme ça qui se font sur cette base-là, et c'est exponentiel. Donc il y a une phase, alors ça durera ce que ça durera, ça peut être 3, 4 ans, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, c'est parti. Et on peut avoir cette différenciation, c'est-à-dire qu'on a eu un Nasdaq qui est monté grâce à cette valeur, et je ne sais pas combien d'autres n'ont pas fait grand-chose. Et il pourrait y avoir un rattrapage.
parce que effectivement, il y a eu un de-rating au début, puis là, ces entreprises ont continué à générer beaucoup de rentabilité, ont été plus prudents sur leur développement de marketing essentiellement, mais le reste a été très bon. Donc on a ce phénomène-là. Alors ce qui peut jouer par rapport aux autres entreprises et aux autres secteurs, c'est la même chose. Celles qui ont besoin de se financer ou pas, ça va être plus dur pour celles-là. Et je pense que ça joue pour le renouvelable, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui n'ont pas forcément un énorme besoin d'investissement et qui vont bénéficier des investissements précédents pour générer ce cash flow, surtout si les prix sont un peu améliorés. Donc on va avoir comme ça une différenciation par secteur et au sein des secteurs, parce qu'il y a des boîtes qui n'ont pas fait ce choix-là. Donc sur ce plan-là, hormis, si on enlève tout le reste, les problématiques de banque centrale, etc., c'est des entreprises qui vont se développer, dont les cours de bourse vont être aspirés vers le haut. Donc, c'est un pari. C'est pour ça que je trouve que cette année, quand même, oui, effectivement, montre bien quand même la puissance de la tech. Enfin, Nvidia, que les taux montent, que les taux baissent, Nvidia est toujours au plus haut historique. Bien sûr. Ils de marché dans l'IA, oui. Et ils fabriquent les pioches de la rue vers l'or, quand même. Donc voilà, quoi. Ils en profitent à plein pot. Sur les émergents, et effectivement, dans les perspectives un peu 2024, vous les évoquiez tout à l'heure, oui, c'est une sphère, alors que ce soit sur la partie obligataire, crédit ou action, j'en sais rien, mais c'est une sphère qui mérite d'être peut-être, alors à nouveau regardée, repondérée peut-être même dans les portefeuilles et les allocations, Nicolas. En tout cas, beaucoup d'investisseurs, comment dirais-je, ont été échaudés. Ouais. Regardez un flux tout à l'heure, il y a presque 75% des flux entrants qui sont sortis en 2023, donc les gens... Sur la Chine. Sur la Chine. Enfin, c'est une grande partie du marché émergent. La Chine, c'est vrai, gros problème économique. On ne va pas refaire l'histoire que tout le monde connaît. Peut-être une surprise en 2024 à voir. Par contre, le reste des pays, il y a quand même pas mal d'opportunités. Si on parlait, pour faire la transition avec ce que vous avez dit sur le secteur technologique, il y a un pays qui en bénéficie, la Corée. La Corée qui bénéficie par exemple sur les semi-conducteurs, aussi avec Samsung qui peut bénéficier de cette croissance au niveau des valeurs technologiques, et puis aussi à toute l'Amérique latine, avec notamment le Brésil qui tient bien, et sur certaines sociétés en particulier qui a encore pas mal de potentiel. Donc oui, les marchés émergents, ils ont été pas mal chahutés, mais au-delà de la Chine, il y a quand même une histoire, histoire qui offre des perspectives. Il y a l'Inde, il y a le Brésil. On réfléchit de plus en plus aux émergents en mettant souvent la Chine de côté désormais. Et nous, on y réfléchit aussi chez Candriam, et on voit bien qu'il y a aussi des entreprises qui offrent et qui sont assez diversifiées avec plusieurs secteurs. C'est vrai que si le dollar continue à ralentir, qu'on a une Fed qui arrête de monter les taux, voilà, il faudra voir, sauf si, évidemment, et c'est ce que vous avez dit, année 2024, année électorale, et il faudra voir ce qui se passe du côté des États-Unis et de Donald Trump, évidemment, s'il venait à être réélu. Mais d'ici là, en tout cas, il y a quand même des valorisations attractives avec beaucoup d'opportunités dans plein de pays. Et oui, la Corée du Sud, du point de vue des marchés, est considérée comme un pays émergent. Ça m'a fasciné. Oui, moi je suis désolé. Non, mais je sais. Non, mais c'est pas contre vous, Nicolas. Mais pour les gens qui écoutent, se disent peut-être, tiens, la Corée du Sud, c'est bizarre. Vous savez, dans la vie des marchés, si la Corée du Sud fait c'est souvent une question que je pose à un candidat. C'est quoi un pays émergent? Et là, vous avez autant de réponses que de candidats. Émergent, je sais pas. Oui, sur la thématique émergente, il y a peut-être moins de... Niveau de situation budgétaire, il y a peut-être des États qui ont effectivement moins dépensé post-Covid que les pays occidentaux, donc ils se retrouvent finalement avec des situations budgétaires. Beaucoup m'expliquent que certains pays, le Brésil notamment, sont des pays qui, à travers cette crise, alors c'était les Fragile Five il y a 10 ou 15 ans, c'était ça, ce sont des pays, à travers la gestion monétaire et budgétaire, qui ont énormément gagné en crédibilité aux yeux des investisseurs globaux. Tout à fait. Donc de ce point de vue, on est quand même globalement des trajectoires rassurantes. Des banques centrales émergentes qui, pour le coup, ont commencé à prendre le lead et qui, je pourrais continuer à le faire parce qu'elles avaient de l'avance à la fois dans le resserrement et maintenant dans la baisse des taux. Un positionnement là aussi complètement apuré, des valorisations attractives. Bon, c'est vrai que le pivot Fed serait clairement le catalyseur. Le kicker, oui, bien sûr. On ne l'a pas encore complètement, mais on peut commencer à s'intéresser en termes de recherche de rendement sur certains pays. Pour ce qui est de la recherche de rendement, puisqu'on parle de ces placements obligataires, c'est vrai que nous, on est long en duration sur l'Italie.
Voilà. C'est pas émergent. Hein. Non, quand on doit l'impliquer dire pays émergent, non. D'autres manières d'aller chercher du rendement. C'est quoi le rationnel? Alors, le rendement et un risk-reward finalement très, très acceptable pour un pays présenté comme l'homme malade de l'Europe depuis que l'Europe existe. Hein. L'homme malade de l'Europe, mais finalement, on se rend compte que la croissance cette année, les anticipations de croissance l'année prochaine sont au-dessus clairement de l'Allemagne et de la moyenne des pays. On voit des réformes. Il y avait le super bonus sur la construction, donc ont un peu effectivement chahuté les investisseurs, et au niveau de la trajectoire d'endettement, on voit que tout ça c'est en train de revenir globalement dans l'ordre. Et des spreads attractifs avec des instruments BCE qui sont là pour éviter la catastrophe. Et finalement, un marché du travail solide, une production industrielle qui pourrait rebondir aussi quelque part au second semestre de l'année prochaine, mais qui a tenu, mis à part la construction, sur la machinerie, outils. Donc un sol primaire positif, ce qui n'est pas le cas de tous les pays, à commencer par la France. Donc en fait, une situation qui n'est pas si catastrophique au vu du spread plus de 200 BP qu'on a pu avoir il y a quelques semaines. Qui est revenu un peu. Et qui est revenu à 170. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc en termes de portage, ça nous semble être attractif. Avec le satisfecit d'une agence de notation comme Moody's, qui a, après avoir maintenu pendant 15 mois la perspective négative sur la notation de l'Italie, a finalement décidé de la relever à stable. On saluera aussi le Portugal qui a retrouvé 2 crans de plus chez Moody's. Et la Grèce, investment grade. Il y a un mois, qui est redevenu investment grade chez S&P. On s'arrêtera là. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. David Belloc, Mirova, Alain Pitous, Senior Advisor ESG, et Nicolas Forest, Candriam. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème que nous allons décrypter ce soir avec Ronnie Michali, à mes côtés en plateau, président de Galilée Asset Management. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Grégoire. C'est celui de l'exploration spatiale. On vous retrouve régulièrement, tous les mois, Ronnie, pour passer au crible du codex des thématiques, votre outil et vos outils propriétaires. L'intérêt, les forces, faiblesses des 25 grandes thématiques que vous avez cataloguées, Ronnie. L'idée étant que l'exploration spatiale, alors, est peut-être une thématique jeune encore du point de vue de l'investissement, mais prometteuse. Absolument. Alors, thématique jeune, vous savez Grégoire, dans nos indicateurs thématiques Galilée, on va effectivement répertorier les fonds et les ETF qui sont sur les thématiques. Et c'est vrai qu'au-delà de 3 ans de track record en arrière, on a eu du mal quand même à trouver un nombre de fonds assez finalement important pour synthétiser nos indicateurs. Ouais. Donc voilà, on a 3 ans de track réel bien établi sur cette thématique, sur un peer group d'une dizaine de fonds. Ce qu'il faut savoir, Grégoire, c'est que cette thématique a 2 objectifs. Un objectif très long terme, qui est finalement rendre la vie multiplanétaire. Et puis un deuxième objectif, plus réaliste, plus court-moyen terme, qui est d'améliorer la vie sur Terre grâce aux études qu'on peut faire dans l'espace. Finalement, développer l'innovation dans l'espace pour que ça nous serve sur Terre. Voilà les enjeux finalement de cette thématique. Après, bien sûr, on vérifie si elle est structurelle, internationale, transversale, et on fait le process du codex des thématiques classiques que vous connaissez. Quelles sont justement les grandes tendances lourdes qui portent cette thématique et les objectifs que vous avez parfaitement décrits avec les horizons de temps un peu différents pour l'un et l'autre? Absolument. Alors, la première chose, c'est de vérifier si la thématique est structurelle. Chez nous, on vérifie si la thématique est structurelle, internationale et transversale. Et pour qu'elle soit structurelle, il faut qu'elle soit finalement portée par une ou plusieurs mégatendances. Là, il y a principalement 3 mégatendances qui vont porter cette thématique. Il y a la révolution digitale et robotique avec la géolocalisation, la navigation par satellite, les communications TV, Internet par satellite, par exemple. Il y a aussi la mégatendance mutation des modes de consommation. On va utiliser, par exemple, pour la surveillance, pour la sécurité à domicile, on va utiliser des connexions satellitaires. Et il y a la mégatendance, finalement, transition énergétique avec l'étude de la météorologie, du climat, qui va nous aider à mieux comprendre, mieux allouer les ressources naturelles, etc. Tout cela est catalysé aussi
par la baisse des coûts de lancement. Ça, c'est très très important. La baisse des coûts de lancement des satellites. Encore en 2000, on avait à peu près 18 000 $ par kilo envoyé dans l'espace. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 2500 dollars par kilo envoyé dans l'espace. Donc c'est vrai qu'il y a une désinflation finalement du coût des objets lancés. Thème international, évidemment, c'est la course à l'exploration spatiale. Absolument. Alors aujourd'hui, à l'international, c'est un marché qui représente à peu près 400 milliards, hein, donc c'est encore assez restreint, mais qui pourrait atteindre, selon PricewaterhouseCoopers, bien sûr, 2700 milliards en 2040. Donc, des perspectives astronomiques, si je puis dire. Bien sûr. Donc, effectivement, international. Bon, il faut savoir que pour accéder au statut de puissance, de superpuissance, c'est un passage obligé, même s'il n'est pas forcément nécessaire, même s'il n'est pas forcément indispensable. Tous les grands pays développés s'y lancent, que ce soit les pays occidentaux, maintenant les pays émergents. On a une réelle administration spatiale en Chine, en Inde également. On a aussi des sociétés privées avec certains milliardaires qui se sont lancés sur le sujet. Je pense à Jeff Bezos avec Blue Origin, par exemple, qui veut créer réellement une base industrielle dans l'espace. Je pense à Richard Branson avec Virgin Galactic ou Virgin Orbit, et évidemment Elon Musk avec SpaceX, Starlink, etc. Donc voilà, vraiment thématique internationale et puis transversale. Alors, je ne vais pas vous citer tous les secteurs qui sont impliqués. Voilà, une fois n'est pas coutume, je ne ferai pas toute la liste, mais on imagine. Je peux quand même vous dire qu'il y a beaucoup d'évolutions dans beaucoup de domaines liés à la science qui sont catalysés par ces explorations spatiales. Dans les signaux électromagnétiques, par exemple, pour l'observation de la Terre, peu importe quel climat il fait, peu importe si on observe de jour, de nuit, sur l'impression 3D, la possibilité d'imprimer directement des pièces dans l'espace au lieu de les envoyer à chaque fois par des fusées, éventuellement des médicaments en microgravité et aussi des expériences réalisées sur des astronautes qui peuvent servir à des humains pour les problèmes de diabète, des problèmes d'équilibre ou encore d'ostéoporose. L'amélioration de la vie sur Terre, comme vous dites, ça c'est l'objectif court-moyen terme pour la conquête et l'exploration spatiale. Qu'est-ce qu'on peut dire alors justement sur la base d'une période de track record assez réduite? On a quand même 3 ans, vous disiez, d'analyse de la thématique, chiffrée notamment avec vos outils propriétaires. Qu'est-ce qu'il en ressort, Ronnie? Alors déjà, c'est 3 années positives. Donc 7% depuis le début de l'année, 3,2% l'année dernière, l'une des 2 thématiques positives l'année dernière. Voilà. Et puis 8,3% en 2021. Donc c'est pas des performances stratosphériques, on va dire, mais c'est assez contre-intuitif. D'ailleurs, on se dirait, tiens, c'est un thème, c'est explosif ou ça ne l'est pas, mais effectivement, c'est assez tranquille ce que vous décrivez là. Tout à fait. Alors, c'est surtout dû au fait que très souvent, les fonds et ETF présents dans cette thématique sont aérospace et défense. D'accord. Et ce qui en fait une thématique plutôt value, corrélée à 0,81 au MSCI Value. Le maximum, c'est 1, bien sûr, donc on est très proche. Donc, c'est corrélé beaucoup à la value du fait de cette présence de la défense. Ça en fait baisser la volatilité du fait de la présence de ce secteur défense fait baisser la volatilité. On est à 16 versus 19 pour la moyenne des thématiques qu'on regarde. Vous savez, les 25 thématiques qu'on regarde chez Galilée, on est plutôt à 19. Là, on est à 16. Et puis, en termes de PI, bon, finalement, on n'est pas si cher que ça. On serait plutôt aux alentours de 18,5 fois les profits. Sachant, on le rappelle, mais on en parlera avec le gisement de fonds. C'est pas encore, pour la partie cotée, c'est pas encore une thématique très large non plus. Et comme vous dites, qui mélange aussi de l'aérospace et de la défense. Voilà, qui a connu quand même des années particulières, en tout cas depuis le choc de la guerre en Ukraine, notamment. Exactement. Il y a d'ailleurs peut-être même un secteur de croissance aujourd'hui, la défense, je ne sais pas, quand on voit les perspectives et les parcours de Thales ou d'entreprises de défense. C'est évident. Après, quand je vous présenterai les points forts et points faibles, après il y a le gisement de fonds. Dans ce gisement de fonds, je vous indiquerai les fonds qui sont plus purs, les plus purs possibles, et puis ceux qui sont les plus larges. Qu'est-ce qu'on peut dire? Justement, comment vous cataloguez alors force, faiblesse? Quels sont les risques pour la thématique, positifs et négatifs? Alors, évidemment, les forces, il y a donc ce baisse du coût de lancement. 180 fusées en 2022 ont été lancées.
lancé, là-dessus SpaceX en a lancé 61 quand même, donc ça commence à devenir assez... Voilà, Starlink qui a mis en place le 5 millième satellite de sa constellation Starlink, hein, donc pour avoir l'Internet par satellite finalement. Des investissements publics importants aussi qu'on peut mettre dans les points forts de cette thématique. Les fameux PPP, partenariats public-privé, notamment celui de la NASA avec SpaceX pour 5 vols supplémentaires d'astronautes vers la Station spatiale internationale. Et puis, comme je disais, l'implication des milliardaires, qui sont bien sûr des points forts. Des moteurs. Des moteurs, voilà, tout à fait. Et enfin, la protection de l'environnement. Alors, peut être classé dans les points forts et les points faibles, parce que évidemment lancer des fusées c'est pas très très écologique, mais il y en a qui peuvent défendre le fait que mieux connaître finalement la recherche de notre environnement, y compris dans l'espace, peut avoir des conséquences sur la manière de gérer la transition. Un meilleur suivi des ressources, environnementales, une meilleure organisation de la transition écologique. Voilà. Au niveau des points faibles, on a comme tous ces secteurs qui sont très liés avec la politique, parfois, finalement, un manque de vision long terme des gouvernements, parfois des problèmes géopolitiques, c'est-à-dire on a eu, par exemple, sur la Station spatiale internationale, même si ça n'a pas remis en cause le projet, des anicroches lorsqu'on a eu le début de la guerre Russie-Ukraine. Et enfin, point faible, la privatisation de l'espace, qui est quand même une question, c'est-à-dire privatiser l'espace pour des projets commerciaux, augmenter de ce fait éventuellement les débris spatiaux qui sont vraiment un vrai sujet. Un vrai sujet, puisque ça augmente le nombre de réparations sur les stations spatiales, sur les satellites, etc. Donc voilà, la privatisation pour des fins commerciales est vraiment quand même un vrai sujet. Comment est-ce qu'on peut investir cette thématique? Alors là, c'est le gisement de fond de l'existant du moment. Sur la partie liquide, sur la partie cotée, hein, c'est ce qui nous intéresse, j'imagine. Exactement. Voilà. Donc, attention à la pureté de la thématique. Hein. Là, c'est vraiment une question pour cette thématique. Attention au thématique washing. Donc, il faut vraiment choisir un fonds qui convient aux critères que l'on s'est fixés. Alors, j'en ai 3 pour vous. Donc un vrai fonds géré par un gérant physique, à la financière de l'échiquier, Échiquier Space, qui n'a pas le biais défense, en tout cas pas trop. Il a une part en euros, c'est pas très courant finalement dans le peer group des fonds, ils sont surtout en dollars. Ça le rend un petit peu plus volatile, le fait de ne pas avoir ce biais défense. Mais en tout cas, c'est un fonds intéressant pour investir. Voilà. Ça, c'est ce que recherchent certains investisseurs. Ils veulent la pureté maximale pour un thème. Absolument. Alors, il y a plus d'ETF que de fonds dans le peer group, en tout cas que l'on a répertorié. Au niveau des ETF, vous avez VanEck Space Innovators. Celui-là aussi est relativement pur. Vous trouvez des boîtes comme Rocket Lab dedans, comme Eutelsat, etc., qui sont vraiment des pure players de l'espace. Et enfin, vous avez donc plus large avec la défense, si jamais vous voulez y aller, mais pas non plus totalement, vous voulez garder un edge, on va dire, ou disons mitiger votre risque avec la défense, vous avez Invesco Aerospace and Defense. Et là, vous retrouvez des boîtes plus courantes comme du Boeing, du Lockheed Martin, du Honeywell. Qui ont une partie de leurs activités tournées évidemment vers le spatial. Absolument. Voilà. Intéressant. Bon, on verra. On attend un peu des IPO emblématiques. Il faudra peut-être les attendre encore longtemps. Elon Musk confirme qu'il est prêt à mettre en bourse Starlink. Donc ça, c'est la division satellite au sein de SpaceX. Mais c'est pas avant plusieurs années, sans doute. Vraisemblablement 3-4 ans. D'après les derniers échos que l'on a sur le marché, ce serait vraisemblablement 3-4 ans. Bon. En tout cas, thématique jeune mais prometteuse, c'était le sujet du jour avec vous. Ronnie, merci beaucoup d'être venu parler de ce thème de l'exploration spatiale, naissant sur le plan boursier, mais effectivement avec des perspectives qui sont encore très largement devant nous. Ronnie Michali, le président de Galilée Asset Management, qui était avec nous, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.